de moins en moins dans la vie en général. Est-ce que tu as un projet ou un désir en particulier que tu aimerais réaliser prochainement? Là, je travaille sur un livre. Je le dis comme ça me met la pression, je suis obligé de le finir. J'ai commencé et ça serait un petit peu, je sais pas, il n'y a pas de titre définitif, mais ça serait le pays qui n'aime pas le football. Et ce pays, c'est effectivement c'est la France, parce que j'ai trouvé qu'avec toutes les histoires qu'on a traversées, on va dire depuis un an, depuis en gros le moment où Sarkozy dit les footballeurs sont trop payés, et après c'est à peu près au même moment où il y a l'histoire Ribéry, puis après la Coupe du Monde, tout ce qui s'est passé, je me suis demandé si la France, et notamment les gens qu'on entend, ceux qui ont toujours un micro sous le nez, comprenaient vraiment ce qu'était le football et pourquoi on l'aimait, ou en tout cas moi je l'aimais. Et alors c'est totalement subjectif, mais c'est juste une espèce d'essai un peu prétentieux sur la mauvaise foi, basé sur la mauvaise foi, sur ma vision du football par rapport à l'ère du temps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu les politiques, alors je dis histoire de Sarkozy, les footballeurs sont trop payés. C'est super facile de taper sur des gars qui sont 2500 en France, qui n'ont pas, même s'ils ont des syndicats qui n'ont pas vraiment de moyens de se défendre. Enfin, il y a un côté populiste, tout ça qui m'énerve. Et tout ce qu'on a entendu, les réactions par rapport à la grève, par rapport même aux prestations, par rapport aux questions d'identité, puisqu'en même temps on avait aussi ce débat de fond sur l'identité nationale. Ils chantent pas la Marseillaise. L'équipe de France perd parce qu'ils chantent pas la Marseillaise, parce que c'est des mauvais Français. Enfin, il y a une espèce de relan comme ça qui nous ramène pratiquement aux années 30 et puis aux factions, je sais pas quoi, les cagoulards. Enfin voilà quoi. Et comme on est dans une période de plus en plus réactionnaire, conservatrice, tout ça m'a un peu énervé. Enfin, énervé, je suis pas allé acheter des cocktails Molotov sur le commissariat de Radcliffe-en-Cour. Mais donc voilà, donc j'avais envie d'écrire un bouquin sur la façon dont finalement la France, notamment ceux qui se prétendent être philosophes, tout ce que les conneries de Finkielkraut, les politiques, et puis même certains dirigeants comprennent le football. Donc j'aimerais bien finir ça rapidement. Alors tu viens de parler de Finkielkraut, hein. Est-ce que tu peux dire deux mots pour les internautes? Quel est ce personnage et que dit-il? Pour être honnête, je crois qu'il est Alla Finkielkraut est professeur de philosophie à l'école nationale. Je crois qu'il enseigne à Polytechnique. Voilà, il enseigne à Polytechnique. Et en fait, au-delà du cercle quand même restreint des gens qui malheureusement s'intéressent à la philosophie, on entend surtout Finkielkraut sur deux questions qui sont celui de l'identité nationale et le foot. Et comme je viens de le dire, finalement les deux sont liés puisqu'on estime qu'une équipe de football, une sélection a une valeur de représentativité au même titre que l'Assemblée nationale, que la télévision ou je ne sais quoi. Et donc voilà, et Finkielkraut, n'y connaît absolument rien au football, et finalement il fait comme beaucoup de politiques, il fait pareil que même des soi-disant commentateurs du style Zemmour ou je sais pas qui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une question, ou on va dire un débat sur le football, il kidnappe ça pour finalement essayer de servir son propre discours, sa propre construction. Donc voilà, parce qu'il sait très bien qu'il va y avoir un écho par contre s'il raconte un truc sur Kant ou je sais plus qui, ça va intéresser beaucoup moins de personnes. Mais comme le football est le sport le plus populaire, on sait très bien que si vous dites il y a trop de noirs en équipe de France ou il n'y a pas assez d'arabes, vous êtes sûr que le lendemain vous faites la une des journaux. Donc voilà. Alors justement, on va parler maintenant un petit peu de football. Tu viens de parler de l'affaire de la grève. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton jugement, sur ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud? Alors l'Afrique du Sud, l'équipe de France. Bon, il y a déjà une chose, je pense que on va dire la déroute, elle est avant tout sportive. On voyait bien que sur le terrain, il n'y avait pas d'équipe et que ça me semblait quand même assez prévisible dans le sens où ça faisait au moins 2 ans qu'on voyait bien que cette équipe
n'en était pas une, qu'il y avait des joueurs comme ça qui essayaient un petit peu de prendre le rôle de leader à la fois sur le terrain et en dehors, qu'ils n'en avaient pas forcément la dimension, que Domenech donnait pas l'impression de savoir où il allait, même s'il dit que c'était pas le cas. Donc voilà, je pense qu'il y a une accumulation de choses. Il y avait tellement peu de certitude au départ, il y a eu tellement de rancœur, tellement de frustration, qui fait que l'équipe était extrêmement fragile et qu'à partir du moment où, à la mi-temps, en gros, tout explose à la mi-temps du France-Mexique, et là après, tout part en sucette, et que l'histoire de la grève, moi je trouve que c'est juste une espèce de conséquence, un aléa, mais qui est finalement au-delà de la symbolique, qui est finalement pas plus grave que le reste. Moi ce qui m'a choqué dans l'Afrique du Sud, la Coupe du Monde, c'est leur visite dans le township de Naïsta. C'est-à-dire que, a priori, ils ne voulaient pas y aller, ça les emmerdait. Vous avez une délégation avec une fédération, ils arrivent là-bas, et en fait ils voient qu'il y a les Danois qui sont aussi dans le même coin, et que la fédération danoise, ou les joueurs, ou l'entourage, ou je ne sais pas qui, ont pensé, on est en Afrique du Sud, on va aller voir les gens de cette communauté, et puis on va faire un chèque de 100 000 €, comme on fait souvent, voilà, le côté un peu bisounours du foot. Donc voilà, mais sauf que c'est important. J'imagine des gens qui habitent dans un township en Afrique du Sud, d'avoir une équipe comme le Danemark, une équipe comme la France. Sauf que les Français, bien entendu, n'y avaient pas pensé. Donc vous avez des dirigeants à quoi ils pensent. Vous allez en Afrique du Sud et tout, ils sont tous là à citer Mandela, le plus grand homme sur Terre. Et puis quand ils arrivent finalement là-bas, ils restent dans leur hôtel ou alors ils vont jouer au golf. Donc on bricole un truc dans l'urgence, et puis finalement il y a cette visite, et donc cette image qui est incroyable, où il se met à pleuvoir, on voit tous les joueurs en équipe dans leur survêtement, avec des gars qui leur tiennent une parapluie, et puis des petits gamins du township qui sont sous la pluie à 10 mètres et qui les regardent en disant, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de... les deux, comme ça, par effet de miroir, c'est d'une cruauté pour l'équipe de France. Vous faites vraiment, on est dans le néocolonialisme absolu, quoi. Et donc voilà, et puis on en profite aussi pour régler ses comptes avec Ramayad, et comme je l'écris dans le bouquin, c'est-à-dire que avant la Coupe du Monde, il y a les joueurs français qui s'expriment je crois que c'était la série de l'équipe, ça s'appelait Mon Afrique à moi, et Ramayad qui cite toujours Nelson Mandela comme le plus grand homme sur Terre, sauf qu'a priori les deux n'ont pas du tout le même sens et le même goût pour la réconciliation qu'a pu avoir Mandela en sortant de prison. Donc moi c'est surtout ça qui m'a choqué. Les hymnes, on s'en fout, vous regardez toutes les équipes, en gros il y a un mec sur deux qui chante l'hymne de son pays. Ça n'empêche pas, Zidane ne chantait pas la Marseillaise, je crois pas que Platini la chantait. Donc voilà, mais à partir du moment où vous ne gagnez pas, que finalement on va s'intéresser à l'extra sportif, et comme Domenech ne parlait pas de jeu, ne parlait que de lui-même, finalement il y avait d'autres gens qui parlaient de l'équipe de France. Donc c'est là qu'on entend tout et n'importe quoi donc sur le côté mauvais français parce qu'ils viennent de banlieue. Et ce qu'on n'a pas osé dire, mais en gros c'est parce qu'ils sont arabes, ou parce qu'ils sont noirs. S'il y a dans l'équipe de France, vous mettez en joueur blanc, personne va leur reprocher de ne pas chanter la Marseillaise. Leur patriotisme devient douteux parce que finalement ils n'ont pas des gueules de Bretons ou de Berrichons. On pourra revenir là-dessus après si tu veux. Une chose m'interpelle, c'est le fait que tu m'as dit que tu travaillais en Afrique du Sud. Est-ce que tes compétences ont été exploitées par la fédération qui t'aurait appelé pour la Coupe du Monde de football, ou qui t'aurait demandé des informations, des renseignements à un moment donné ou à un autre? J'ai pas compris. Est-ce que la fédération française de football s'est tournée vers toi parce que ce foot commence à être connu et parce que tu travailles en Afrique du Sud? Non, pas du tout. Moi, je travaille pour un média sud-africain, mais finalement, ce média me demande surtout de travailler en Europe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui évoluent en Europe, et aussi de travailler
au Maghreb, en Afrique du Nord et puis en Afrique de l'Ouest, qui sont des pays francophones, et puis aussi pour des raisons purement pratiques, c'est-à-dire que si vous devez aller à Abidjan, Paris-Abidjan, c'est 6 heures en avion. Si vous devez faire Johannesburg-Abidjan, vous allez jusqu'à Addis Abeba ou à Nairobi, et puis après à Lagos, et puis après à Accra. Donc voilà, juste sur des questions pratiques, mais je ne pense pas que les gens de la Fédération française, je vois pas comment ils pourraient m'appeler, je vois pas comment ils pourraient avoir besoin de moi, je vois pas comment ils pourraient me connaître. Donc il n'y avait absolument aucune raison qui m'appelle. Donc voilà, mais puis eux ils fonctionnent différemment, c'est-à-dire que en gros ils vont voir où ils mettent les pieds uniquement pour des questions d'hébergement et puis d'entraînement. Donc si besoin c'est un hôtel et puis un terrain d'entraînement, le reste. Après je crois qu'il y a 10 personnes qui sont allées 3 fois en Afrique du Sud pour trouver l'hôtel. Voilà, c'est pour ça que je te parle de tout ça, c'est parce qu'on va parler un petit peu de la FFF, de la FIFA. Donc Philofoot, comme beaucoup d'autres médias, on est assez critique sur cette institution. Qu'est-ce